Cela fait 10 ans que notre invité côtoie les plus hautes sphères de la République du Congo, une décennie qu'il porte la parole du gouvernement, proche du président Denis Sassou Nguesso. Il est aussi ministre de la Communication et des Médias. On a beaucoup de questions à lui poser sur le travel ban de Trump, le positionnement de son pays dans la guerre en cours dans l'est du pays voisin, la République démocratique du Congo, et plus globalement sur les nouveaux équilibres mondiaux. Bonjour Thierry Mungala, merci d'être sur France 24. Le 5 juin, Donald Trump a placé la République du Congo sur liste noire. Interdiction donc pour les ressortissants de votre pays de voyager aux États-Unis. 12 pays sont concernés au total par ce travel ban. D'abord, est-ce que vous avez été surpris ? Absolument. Bonjour d'abord. Merci. Et nous avons été effectivement surpris parce que il n'y a aucune corrélation entre l'événement qui semble malheureux, un attentat dans le Colorado, qui semble avoir été à l'origine de cette mesure qui touche ces 12 pays, dont le Congo. Il n'y a aucune corrélation parce que tout simplement, le Congo n'est pas un pays terroriste et n'abrite bien entendu aucun terroriste. Deuxièmement, une fois que nous avons lu le décret, parce que ce décret contient pour chaque pays les raisons pour lesquelles il est l'objet du travel ban. Pour ce qui concerne le Congo, il est dit qu'il s'agit pour l'essentiel, je dis bien exclusivement, du niveau de dépassement, du taux de dépassement des Congolais qui ont obtenu des visas et qui, pour des raisons diverses, demeurent aux États-Unis. Vous comprenez bien que d'un point de vue du gouvernement, nous n'avons aucune maîtrise sur les motivations qui amènent nos compatriotes ayant obtenu ces visas à rentrer après un dépassement ou à ne pas rentrer du tout. La principale raison de l'administration américaine, c'est de protéger les États-Unis des terroristes étrangers, vous l'évoquiez, et d'autres menaces à la sécurité nationale. Ça veut dire que dans l'esprit de Donald Trump, le Congo est une menace pour les États-Unis. C'est provocateur pour vous ? Non, je crois que, je le répète, le président Trump et son administration n'ont pas l'habitude d'utiliser des euphémismes ou des circonlocutions. Quand ils ont, je crois que l'actualité depuis plusieurs mois nous le démontre, quand ils ont quelque chose à dire, et parfois pour des États autrement plus puissants que le nôtre, ils n'hésitent pas à utiliser les mots et appeler un chat un chat. Dans notre cas, il s'agit tout simplement de ce dépassement, de ce niveau de dépassement sur la présence aux États-Unis après avoir obtenu un visa. Pour ce qui concerne notre pays, et je crois que l'actualité du Congo depuis des années, voire des décennies le démontre, nous sommes un pays paisible, nous sommes un pays en paix. Mais c'est une punition collective, c'est une punition collective qui va toucher toutes les Congolais et les Congolaises désireux de se rendre aux États-Unis. Voilà pourquoi nous sommes, le gouvernement, par les canaux diplomatiques, l'ambassadeur des États-Unis au Congo et l'administration elle-même à Washington, nous sommes entrés en relation, en discussion, et nous espérons qu'au terme de ces discussions, notre pays sera exclu de cette liste qui, si j'ai bien compris, doit être réévaluée tous les 90 jours. Donc il y a un dialogue aujourd'hui avec les services américains pour sortir du travel ban. Tout à fait, parce que l'idée, c'est laquelle ? C'est tout simplement d'éviter que nos compatriotes qui ont soit des études à faire, soit des projets professionnels, soit tout simplement l'idée de s'installer définitivement aux États-Unis ne soit pas handicapés, ne soient pas punis par une mesure qui, de notre point de vue, est une mesure excessive pour laquelle nous discutons avec nos amis américains. Vous avez bon espoir de convaincre Donald Trump. Le Tchad a décidé de faire l'inverse, de suspendre la délivrance de visas aux Américains. C'est une stratégie qui vous paraît quoi, irréaliste ? Non, je ne peux pas juger ce que fait un pays voisin et ami. Nous avons une stratégie qui est celle de l'apaisement et du règlement de ce que nous considérons et nous persistons à considérer comme un malentendu. Bon, allons sur un autre sujet, monsieur le ministre. La guerre qui se poursuit chez votre voisin direct, la République démocratique du Congo. L'Est de la RDC est sous la menace des rebelles du M23, groupe soutenu par le Rwanda. Ils tiennent depuis des mois deux grandes villes congolaises, dont Goma. Comment est-ce que la République du Congo se positionne-t-elle ? Alors, comme vous le savez, la République du Congo est le pays et a la capitale la plus proche de celle de notre pays frère et voisin, la RDC. Kinshasa-Brazzaville. Il est courant, il est même de coutume de dire qu'à chaque fois que l'un des deux pays, l'une des deux capitales attrape la grippe, eh bien c'est l'autre qui éternue. Donc nous avons une relation tellement fusionnelle que notre intérêt bien compris, il est entendu qu'il est d'aider à assurer la stabilité de notre grand voisin. Alors le président de la République du Congo, comme vous le savez, a une démarche
qui est une démarche permanente. Il y a aujourd'hui en Afrique des médiations qu'il mène, par exemple au nom de l'Union africaine en Libye. Il en a mené d'autres dans d'autres pays de la sous-région, en Centrafrique ou ailleurs. Donc nous sommes disponibles, bien entendu, nous sommes à l'écoute de toute initiative pour laquelle notre président, qui connaît bien ses deux voisins, notre président pourrait s'impliquer. Bien entendu. Qu'il est comme un joueur de réserve. Hein. Il interviendra quand on le lui demandera. Oui, j'ai pris cette image il y a quelques jours, où j'ai dit qu'il était sur le banc de touche et qu'il pouvait à tout moment rentrer sur le terrain. Vous vous placez exclusivement sur la médiation, une intervention en soutien de vos forces militaires, comme l'ont fait les Sud-Africains. Ça vous paraît exclu ? Non, mais de toute façon, il s'agit d'interventions qui sont parrainées, qui sont autorisées par les instances internationales ou sous-régionales. Donc, à ce niveau-là, le Congo-Brazzaville n'a pas été sollicité. Il y a 10 jours, votre gouvernement a annoncé également la fin de la mise à disposition de terres à des entreprises ou des entrepreneurs rwandais. Faut-il y voir un geste de défiance dans le cadre de cette guerre vis-à-vis de Kigali ? Alors, absolument pas. Alors, je vais vous expliquer, mais en 2 minutes. Nous avons signé des accords d'État à État avec Kigali lors des visites du président Kagame au Congo et des visites du président Sassou Nguesso à Kigali. Ces accords demeurent. Il s'agit d'accords de coopération bilatérale. Maintenant, il y a, dans le cadre de cette coopération essentiellement économique, un certain nombre d'accords liés à la mise à disposition de terres, soit pour faire de l'agriculture, soit pour nous aider, nous, le Congo, à produire du biocarburant à travers le ricin. Et dans ce cadre-là, des entreprises rwandaises avaient été sollicitées et avaient accepté de nous accompagner dans ce schéma. Il avait été conclu, il y a un peu plus de 2 ans, ces accords qui faisaient l'objet donc d'autorisation express d'occuper ou autorisation provisoire d'occuper. Et il était prévu que dans les 2 ans qui suivaient, ces entreprises devaient effectuer un certain nombre d'actions, poser un certain nombre d'actes et faire des diligences qui montraient leur motivation et leur volonté d'aller jusqu'au bout de la proposition de produire. Eh bien, ces accords voyaient leurs échéances respectives arriver à terme le 8 décembre dernier. C'est-à-dire qu'il y avait cette condition qui faisait que ces entreprises devaient accomplir ces diligences au plus tard le 8 décembre 2024, 2 ans après. Donc ça n'a rien à voir avec le conflit. Cela n'a rien à voir avec le conflit. Cela ne remet pas en cause notre coopération avec notre partenaire rwandais pour ces questions économiques, mais il y avait une démarche juridique particulière pour ce qui concerne ces terres. Ces accords sont devenus caducs. Mais vous dites clairement que le Rwanda est l'agresseur et il soutient le M23 ? Nous ne pouvons pas entrer dans ce type de considération. Comme je vous l'ai dit, nous avons 2 voisins, 2 amis, 2 pays frères. Ces voisins sont aujourd'hui en situation de conflit. Le rôle du Congo et le rôle que peut s'assigner notre pays, c'est tout simplement d'aider à la résolution du conflit. Le président congolais est également président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Ça ne vous a pas échappé, hein, le pays est toujours à feu et à sang. Il y a eu il y a un mois ces affrontements entre milices au cœur même de Tripoli. On a le sentiment que rien ne bouge et que le statu quo domine encore. Quelle est votre lecture de la situation ? Bon, il faut quand même, mon cher ami, que nous nous rappelions que ce dossier libyen, la destruction de l'État libyen, a été l'œuvre d'interventions étrangères il y a quelques années. Vous parlez de la France et des Britanniques. Nous parlons de cette intervention extérieure qui aujourd'hui a détruit l'État libyen et qui oblige tous les pays soucieux que nous trouvions une solution pour rétablir la Libye dans ses fondements étatiques, ses fondements politiques et ses fondements sociaux. Eh bien, tous ces efforts doivent aller dans le même sens. Et c'est extraordinairement compliqué dans un pays fragmenté, et c'est ce que le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, s'efforce de faire. C'est extrêmement compliqué de rassembler ce qui est autant éparpillé. Mais on a le sentiment qu'il est face à une mission impossible. C'est une mission difficile. Elle prend du temps, mais je connais la volonté et la motivation du président de la République, son habileté, son expérience. Et je pense qu'il arrivera au bout de ce dossier. Il avait annoncé une conférence interlibyenne, elle n'a pas eu encore lieu, visiblement. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est une situation complexe, un pays fragmenté, une classe politique
qui aujourd'hui ne parlent pas toujours le même langage. Donc il y a un travail qui est fait aujourd'hui pour faciliter la tenue de cette conférence. Un mot, monsieur le ministre, de votre pays. C'est vrai que dans le chaos ambiant, on parle très peu de la République du Congo, et pour cause, ça semble être un îlot de stabilité. Pour quelle raison ? Parce que le pays, aujourd'hui, dans ses fondements, considère que le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics vont dans le bon sens, malgré les grandes difficultés que nous connaissons. Vous savez que nous avons des difficultés sociales, un peu comme dans de nombreux pays africains, des difficultés liées à l'emploi des jeunes, qui aujourd'hui est une des priorités du gouvernement, des difficultés liées à la fourniture de certains services publics essentiels, l'électricité, l'eau. Il s'agit là effectivement de grandes difficultés, mais pour l'essentiel, je crois que notre peuple, dans sa sagesse, considère que nous allons globalement dans le bon sens et dans la paix surtout, parce que la paix est un préalable, est une nécessité. Est-ce que vous sentez monter le sentiment anti-français chez vous, comme on l'a pu le voir dans le Sahel, ou pas vraiment ? Écoutez, le sentiment anti-français, pourquoi y aurait-il un sentiment anti-français dans notre pays ? Nous sommes un pays qui a une histoire, une longue histoire avec la France, que ce soit depuis l'indépendance ou même depuis les quelques dernières années. Nous participons à un certain nombre d'institutions communes. Nos compatriotes parlent cette belle langue avec laquelle aujourd'hui nous échangeons, le français. Nos compatriotes, notamment les plus jeunes, cherchent parfois, on parlait des États-Unis tout à l'heure pour des projets estudiantins, pour nos autres jeunes cherchent la possibilité souvent de venir poursuivre leurs études en France. Non, je n'aperçois pas, nous n'apercevons pas de raison qui amènerait au développement et d'un sentiment anti-français. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été sur France 24 dans notre Rendez-vous Afrique.